Bonjour. Bonjour. Avec un peu de retard. J'espère que je suis bien. Que la vue va être, voilà, va être beaucoup plus meilleure. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux personnes qui ont attendu. Je devais commencer à 18 h et je commence à 27. Donc, comme je l'ai dit, suite à ces deux drames qui se sont produits encore à l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc du côté de Bourléké. La dernière fois, le drame le plus récent, c'était à Djiglo. Et puis ensuite, là encore, on est à Bourléké, donc c'est toujours dans la même zone, dans le Cavali. Et bienvenue, bonjour Alfonso Doumbia, bonsoir, merci de me suivre, merci bien. Le temps, je vais mettre un artiste, vous fait écouter un artiste. Il n'y a pas que des drames à Bourléké, il y a des personnes qui ont du talent, il y a des personnes qui ont envie, qui sont dévouées, il y a des personnes qui se battent comme ils peuvent, qui cherchent à réussir, qui cherchent à avancer. Donc je vous fais écouter un artiste, un chanteur de Bourléké. Yolande Kofi, bonsoir ma soeur. Ibrahim Meïté, bonsoir. Donc je vous fais écouter ce chanteur de Bourléké, donc il s'appelle Petit Amora de Bourléké. Comme je le disais, il n'y a pas que des drames à Bourléké, il y a aussi des artistes, des personnes talentueuses qui sont à Bourléké. Donc je vous fais écouter une de ces chansons, Petit Amora de Bourléké, donc Momblé Production. Un chanteur de Bourléké. Avant de commencer, comme ce sujet concerne Bourléké, donc je fais un clin d'œil à ce talentueux chanteur, très grand danseur de Bourléké, à qui je fais un clin d'œil. Voilà. Le temps de... On va écouter Petit Amora de Bourléké, le temps que tout le monde puisse se connecter. Et puis, pour commencer notre entretien. Donc, c'est Petit Amora de Bourléké, mon blé production. Ah bah, il dit, il faut croire. Il faut toujours confier son destin au bon Dieu, c'est-à-dire, il faut croire au destin, il faut croire. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de hasard dans la vie. Merci Ibrahim. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est tracé. Et... Baïgodzo. Bonsoir. Mon abro est yangwe. Mon ami est né. Il dit l'orphelin n'a pas, il met son espoir il met son espoir dans la main du destin. Il se dit Dieu ne peut pas abandonner un orphelin parce qu'il ne peut pas lui arracher le père et la mère et puis l'oublier. Donc l'orphelin n'est jamais oublié par les bienfaits de la nature. L'orphelin n'est jamais oublié. Il y a toujours une justice pour l'orphelin. Il y a toujours quelque chose dans la nature. La nature a toujours fait quelque chose pour l'orphelin. Diallo Mariam Diakité.
Nyoswa, ça veut dire Dieu en ouais. Ça marche. Yo, ma grande soeur. Mon ablo est dans ouais. Mon ami est né. Assez. Tiens, tiens. Merci, merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont attendu et qui se sont connectées. Merci à tous. J'ai voulu faire passer cet artiste talentueux qui danse super bien, comme je l'ai dit, qui est un chanteur, un artiste chanteur de Bleulequin. Donc, on va parler des Bleulequins. On va parler des Bleulequins ce soir. Et donc, je voulais vraiment faire passer sa chanson qui résume un peu tout, la situation des Bleulequins, la chanson qui résume ce qu'attend la région du Cavalier du Guemon, l'espoir, la chanson qui résume la patience, l'espoir, la détermination, le courage, la chanson qui exprime l'avenir, voilà, qui exprime l'avenir. Donc je voulais vraiment, en ces moments de tristesse, faire passer cette chanson qui résume la situation que vit en ce moment, le drame qui a survenu à Bleulequin, un civil assassiné par un gendarme, et un gendarme qui a été lynché par la population et qui est mort au cours de ses coups et blessures. Donc voilà, donc je voulais vraiment, mon frère Zasso, bonsoir à toi, bonsoir, merci d'être là. Donc je voulais vraiment faire passer cette chanson avant de commencer notre entretien. Comme vous et moi, comme tout le monde, nous avons tous appris, on a vu sur les réseaux sociaux cette flambée de violence du côté des Bleulequins. Ce qui s'est passé à Bleulequin qui est vraiment tragique, triste pour toutes les familles des deux côtés, que ce soit du côté, je ne sais pas si on peut l'appeler coupable ou pas, mais du côté du gendarme, c'est une tristesse aussi, parce qu'ils ont perdu un fils, un fonctionnaire. Du côté de l'État a perdu un fonctionnaire, la famille a perdu un fils. Et puis une grande tristesse du côté de ce citoyen, de ce civil, qui partait vaquer à ses occupations et puis qui a été assassiné malheureusement. Je ne peux pas appeler ça une bavure pour l'instant. Pour moi, c'est pas une bavure. Je qualifie pas ça des bavures, mais ni des maladresses, mais une intention. Voilà, une intention malheureuse de la part du gendarme. Donc une grande tristesse pour la famille de notre frère du côté de Bleulequin. Toutes mes condoléances à la famille éplorée, à son épouse et à ses deux enfants. Ça doit être une tristesse, une douleur, mais vraiment une douleur. Mon frère, un instant, mon frère, un instant, voilà. Mon frère connaît
Demestre, merci, bonsoir, merci, plaisir de vous lire. Donc vraiment une tristesse pour la famille et pleurer. Et puis aussi toutes mes condoléances à la famille, à la mère. J'ai vu une photo de la mère de ce gendarme qui a été lynché. Je n'ose même pas imaginer la douleur et la souffrance des deux côtés. Voilà, des deux côtés, il y a une souffrance des deux côtés. Même si les responsabilités sont partagées, il y a une vraie douleur des deux côtés. Donc, je ne veux pas oublier que, quel que soit le motif de cette tragédie, de ce drame, il y a des douleurs. Donc, vraiment, condoléances aux deux familles, à toute la famille, et puis condoléances aussi à la commune de Blolequin qui s'est trouvée dans une situation malheureuse. Voilà. Mes amis, comme je le disais, je ne peux pas appeler ça un drame, je ne peux pas appeler ça une bavure. Moi, je me suis renseignée, comme vous et moi, on a tous vu les vidéos sur les réseaux sociaux, et je me suis renseignée. Je me suis renseignée pour comprendre, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à Blolequin. Avant de prendre la parole, il faut avoir les éléments, il faut comprendre, il faut savoir de quoi il s'agit. C'est bien, on a les réseaux sociaux, on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on pense sur les réseaux sociaux. Mais il ne s'agit pas de dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut avoir les éléments, comprendre la situation, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé, dans quelles conditions, et pour pouvoir s'exprimer, se prononcer sur ce genre de difficultés, de drames qui traversent notre société. Et ce n'est pas un premier drame qui arrive, surtout dans cette localité, dans cette zone très fragile du territoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un premier drame qui arrive. Ce sont malheureusement, ce sont des drames qui sont récurrents, qui se répètent et qui arrivent tout le temps parce que on en discutera et on en parlera tout au long de notre entretien. Voilà. Avant ça, je voudrais aussi vous faire voir, écouter un début une vidéo, et puis je vais rebondir pour voir au fur et à mesure pour qu'on puisse vraiment, je pense qu'on puisse vraiment, un instant, je vais vous faire voir ça rapidement pour qu'on puisse vraiment, qu'on puisse vraiment, on puisse se comprendre. Voilà. Ça, c'est, je vais vous faire voir ça. Ça, c'est, je crois, c'est monsieur, on appelle Doumbouya Major. Hein, donc, je voulais vous faire écouter légèrement sa vidéo. On appelle monsieur Doumbouya Major. Hein. Donc, j'attends que sa vidéo... Encore. Voilà. Parce que j'estime qu'il y a un complot grave dressé à vous aujourd'hui. Écoutez un peu monsieur Doumbouya Major. N'est-ce pas, alerter et éveiller ceux qui dorment encore. Parce que j'estime qu'il y a un complot grave, un complot très grave, qui est en cours contre le peuple de Côte d'Ivoire. Et je voudrais que vous vous réveillez. Je voudrais que vous vous réveillez parce que la léthargie dans laquelle j'observe mon peuple est une soumission inacceptable. Eh ben, dis donc, il est prétentieux quand même. Mais bien avant, je voudrais saluer nos compatriotes qui à Paris, cette semaine, se sont soulevés contre la mesure injuste, anti-pauvre, d'interdiction d'importation des véhicules de moins de 5 ans dans notre pays. Voilà. Dans notre pays. Juste. Voilà. Anti-pauvre. Parce que c'est la partie que je veux qu'on écoute. Une soumission inacceptable. Parce qu'il dit qu'il y a un complot grave. Un complot grave. Et c'est ça qui me... Nos compatriotes qui à Paris... Il parle d'un complot grave. Attendez, excusez-moi. Je voulais alerter. Voilà, il veut alerter ceux qui dorment encore. Ceux qui dorment encore. Parce que j'estime qu'il y a un complot grave. Très bien. Un complot très grave. Contre. Qui est en cours contre le peuple de Côte d'Ivoire. Et je voudrais que vous vous réveillez. Voilà. Ça, c'est monsieur... J'ai écouté cette vidéo. Je voulais faire partager ce petit bout de son entretien qu'il a eu sur les réseaux sociaux. Je voulais qu'on l'écoute ensemble. Parce que pour revenir sur Blolequin, parce que pour moi, tout ceci a un lien. Et c'est pas anodin. Il ne faut pas sous-estimer les choses. Il faut tout décrypter, il faut tout comprendre, il faut tout analyser, surtout quand il s'agit des acteurs dans le passé de l'histoire tragique de notre
pays, la Côte d'Ivoire. Je répète bien. Quand il s'agit des acteurs de l'histoire malheureuse, tragique, de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer certaines choses. Il faut comprendre et comprendre en même temps, analyser avec les tensions au sein, sur le territoire ivoirien. Donc, c'est important de revenir là-dessus. Très bien. Je vais revenir sur... excusez-moi. On va continuer. Je vais revenir sur une personne. Je reviens bien sur une personne. Très bien. On est là. On continue, mes amis. On va continuer notre entretien. On va continuer notre entretien. Le temps de retrouver la vidéo dont je vais vous faire partager encore une autre vidéo qu'on va partager ensemble. Donc, je reviens, je la récupère la vidéo pour qu'on puisse vraiment comprendre. Moi, c'est avec les faits. Ça fait peur, effectivement. Ça fait très peur. Fatoumata Coulibaly, c'est inquiétant et je pense que c'est important pour nous-mêmes de comprendre certaines choses, de les analyser, de les comprendre. Il ne faut pas les sous-estimer. Voilà. On va écouter un monsieur dans la vidéo. On va écouter une autre petite vidéo de monsieur certain Zoulou Bogota de Djiglo. C'est très intéressant. Donc, je voulais qu'on regarde encore ça ensemble. Rapidement, on va regarder. On va écouter monsieur le Zoulou de Djiglo. Voilà. J'espère que je suis en image. Dis la vérité. Voilà. Parce que, vous savez, voilà. Il va falloir qu'on soit sincère. Voilà. Écoutez bien. Nous n'avons pas eu peur de dire nos vérités à Laurent Gbagbo. Salut, bonjour. Nous n'avons pas eu peur de dire nos vérités à Henri Konan-Bédié. Voilà. Même en son temps, je me rappelle encore, au temps de la FESI, nous n'avions pas eu peur de dire nos vérités au président Félix Houphouët-Boigny. Qui s'est passé à Paris hier. C'est pas au président Alassane Dramane Ouattara que nous allons avoir peur de dire nos vérités. Voilà, allez-y. Nous n'avions pas eu peur hier de mourir devant Laurent Gbagbo. Écoutez bien. C'est pas au temps d'Alassane Dramane Ouattara qu'on va avoir peur de la mort. Très bien. Vous saviez, monsieur le président, donc je vais remercier ici tous mes frères, dont Madou Blindé. Merci pour ce que vous avez fait. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, je vais dire mes vérités au président Alassane Dramane Ouattara, au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je vais d'abord commencer par poser une question au cadre du EDR, à ces militants du EDR. Mais est-ce que vraiment, parce qu'il y a plusieurs manières d'aimer. C'est comme il y a des hommes qui sont avec leurs femmes à la maison. On va essayer de faire passer. Demandez à ceux qui ont regardé cette marche hier, monsieur le président. Vous savez, ces personnes qui étaient à la marche, big up à tous ceux qui sont en train de me suivre à mettre Sanogo, je ne pourrais pas dire le nom de tout le monde, camarade Daouda Parigo, Djerasouba Yakuba. Monsieur le président, vous saviez, hier à Paris, quels sont ceux qui sont sortis dans les rues? Monsieur le président, ce n'est pas les militants du PDC. Monsieur le président, quand je dis que ce n'est pas les militants du PDCI, je veux dire que la majorité, ce n'est pas les militants du FPI. Mais monsieur le président, c'est ceux-là qui hier, pendant des années et des années, étaient prêts à risquer leur vie pour vous, monsieur le président. C'est eux qui sont sortis dans les rues hier à Paris. Monsieur le président, ceux qui étaient dans les rues hier à Paris, c'est ceux-là même dont leurs parents ont été victimes. Ont été victimes du combat qui vous a permis de venir vous asseoir là où vous êtes aujourd'hui, monsieur le président. Ça, c'est un monsieur Zoulou Bogota de Djiglo. Après, voilà. Monsieur le président, ceux qui étaient dans les rues, moi je vais vous dire, afin de métro de Côte d'Ivoire, président, je vais te dire la vérité, je suis plus pour. Alors, parce que moi je croyais que tu étais en train de créer le problème de métro pour améliorer la condition de vie de nos parents. Je vous expliquerai pourquoi je vous fais écouter ces vidéos pour que mon message soit compris et perçu. Du métro en Côte d'Ivoire, c'était de faire en sorte que nos parents restent dans les rues.
Je vais te dire quelque chose aujourd'hui, Monsieur le Président. Peut-être que vous ne le savez pas. Monsieur le Président, vous devez dire merci à des personnes en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous devez dire merci aux chauffeurs de Woro Woro, les taxis qu'on appelle Woro Woro. On va faire passer ça. Le vrai transport, peut-être, c'est 200 francs. Je vais faire passer ça. C'est pas le message qui me... Gardez vos métros là où ils sont. C'est pas ça qui... Gardez vos... C'est pas ce que j'attends. Mais quand tu t'assois, au départ, tu fais travailler ces personnes. Mais après des mois et des mois, tu te rends compte que ces terrains sont vendus à des Libanais. Du coup, par les Ivoiriens. Le gendarme a toujours été quelqu'un de... C'est là. Non, ils avaient même des équipes de football. Je veux vraiment qu'on écoute cette partie. Et je me rends compte que le président cette partie est très importante. Il faut vraiment l'écouter. C'est un gendarme. Il s'appelle M. Gouré. Ceux qui ont fait Bloléquin vont se rappeler dans les années 90. C'est un gendarme qui s'appelait M. Gouré. Et les gens appelaient même dans la ville papa, papa. Pour dire que le gendarme a toujours été une personne respectable par les Ivoiriens. Le gendarme a toujours été quelqu'un de très important pour nous, Ivoiriens. Quand je me rends compte qu'hier à Bloléquin, je vois le corps d'un jeune gendarme, mon frère ivoirien. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'étais au travail et que quelqu'un m'envoie encore les photos d'un jeune homme qui a été tué par la population des Bloléquins parce que ce dernier aurait tiré sur quelqu'un parce que pour une somme de 5 000 francs ou de 2 000 francs. J'ai regardé la photo, j'ai eu les larmes aux yeux. Regardez bien son visage, hein. Regardez très bien. Parce que quand je m'assois, les mimiques qu'il fait, et que je réfléchis, regardez les mimiques. Ivoirien, quand je vois le corps de ce jeune homme, regardez bien, écoutez. Je me mets automatiquement dans la peau de ses parents. Quand il voit le corps du gendarme, il se met dans la peau de ses parents. Quand je regarde le corps de ce jeune qui a été barbarément tué par ce jeune homme, je me mets dans la peau de ses parents. Ok. Alors je me pose la question de savoir si ces genre de choses en 2010, et pardon, dans les années 90. Voyez, attendez bien le lapsus, en 2010. Ne se voyait pas. Très bien. Et que cela se voit aujourd'hui en 2017. Okay. Qu'est-ce que ça signifie? Je me pose la question, ça signifie, mais qu'est-ce qui arrive à mon pays? D'accord. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais pourquoi tout cela? Voilà, mes amis. Merci d'avoir attendu, patienté, le temps de retrouver. Merci d'avoir patienté. On va passer à notre entretien. Très bien. On va passer à notre entretien. Voilà, ok. Merci d'avoir patienté. Merci d'avoir patienté. On va passer à notre entretien et j'ai voulu vous faire partager deux messages. Et je vais vous dire qui sont ces deux personnes. Le premier, c'est Doumbouya Major. Il se nomme Doumbouya Major. Peut-être Major de sa promotion, j'en sais rien. Mais il se nomme Doumbouya Major. Celui-ci se nomme Zulu Bogota. Ce sont Lion Roi. Merci, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ce sont des farouches militants, partisans de Guillaume Kibafori Sorodium, du président de l'Assemblée nationale. J'en viens au fait. Parce qu'avant de parler d'un sujet, il faut le prendre dans ce contexte, dans sa globalité, comprendre ce qui se passe pour pouvoir analyser le sujet, la difficulté et les problèmes, afin d'apporter les solutions réelles, afin d'apporter les solutions réelles aux besoins, les solutions adéquates aux besoins des populations. Je dis, Doumbouya Major et Bogota sont des militants soroïstes, des militants, des personnes très proches de Guillaume Soro, du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je vais être franche. Ce qui s'est passé à Bloléquin m'a écœuré, m'a attristé parce que cette zone de la Côte d'Ivoire a assez souffert, et je le dis, je le répète tout le temps.
Je le dis, je le répète tout le temps, cette zone de la Côte d'Ivoire a assez souffert. Ça fait 18 ans que le Guémon et le Cavalier est le théâtre de ce genre de drame. Ça fait 18 ans que ça dure. Alors moi, j'écoute M. Doumbouya Major et M. Bogota nous faire une morale, nous expliquer, et il nous explique qu'il est triste, il est attristé de voir un gendarme couché à 100 et que lui, ça le fait souffrir. Mais je vais dire à ces deux, parce que pour moi, ce sont des guignols, hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Parce qu'avant de venir au problème de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je vais m'adresser à ces deux-là. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Lui, Bogota, qui a été rebelle, il va s'étonner qu'il a mal, qu'il voit un gendarme qui est tué, qui est en tenue. Quand il voit sa photo, il est triste, il s'adresse à Alassane Ouattara, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a l'autre à côté qui nous explique que la Côte d'Ivoire, il y a un danger qui se prépare, qui arrive à la Côte d'Ivoire. Il demande à la population de se préparer, genre de se soulever. Monsieur Bogota, si vous écoutez ma vidéo, il y a eu 10 gendarmes qui ont été égorgés à Bouaké. C'est ce que vous avez appris là que les gens sont en train de faire. Vous êtes mal placé pour faire la morale, même à la société. Vous êtes mal placé pour faire la morale à la société. Vous avez appris la délinquance et le voyeurisme à la jeunesse. C'est votre génération. C'est une génération de voyous. Donc les gens se comportent comme vous êtes comportés. Ils ont appris à tuer les gendarmes à vos côtés. Parce que vous avez montré l'exemple. Quand on a 10 gendarmes qui sont égorgés, et que vous glorifiez d'avoir tué 10 gendarmes, excusez-moi. Vous vous plantez parce que vous êtes venu en France ici, il y a 2 jours, vous vous plantez sur les réseaux sociaux pour venir expliquer, faire des mimiques de compassion à l'égard d'un gendarme qui a été tué. Mais attendez, c'est ce que vous avez appris. C'est votre méthode qui est là. Vous avez démontré aux yeux de la société, de cette génération qui n'est pas la vôtre. Qui n'est pas la vôtre. Une génération, à ses petits frères, vous avez montré à ses petits frères qu'on peut égorger, on peut tuer sans être inquiété. La preuve, personne d'entre vous n'est inquiété dans cette Côte d'Ivoire. Personne d'entre vous n'a été inquiété pour ces crimes même qui sont dénoncés par toutes les grandes organisations au niveau international. Toutes les organisations internationales décrivent qu'il y a eu des massacres à votre niveau, mais personne n'est inquiété. Et c'est vous qui vous plantez sur les réseaux sociaux pour venir expliquer que vous avez de la compassion. Compassion de quoi? Le Cavalier, Djiglo, Diokwe, Boroleke, Taï. Tout le pleu. Ces zones étaient votre théâtre? Mais pour vous, le sang humain ne signifie rien, monsieur. Vous avez pris en otage une région. Et ce rebelle-là va s'asseoir pour nous dire, il dit, monsieur Ouattara, il le tutoie, il le vous voit. Moi, je ne suis pas là pour défendre Alassane Ouattara. Mais je remets les choses dans leur contexte. Quand tu n'es pas sain, quand tu n'es pas propre, quand tu n'as pas la morale, quand tu es immoral, tu ne fais pas la morale aux autres. Celui-là qui dit, monsieur le président, je vous dis que ça ne va pas. Monsieur le président, monsieur le président, monsieur le président. Non mais attends. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et, monsieur, vous pouvez dire, monsieur Bogota, vous avec Doumbouya Major, vous pouvez dire merci à Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui vous protège. Sinon, si Soro Diom, moi, je vous fous en tôle, vous avec votre Soro Diom et votre gang. Je vous fous en prison. La Côte d'Ivoire va être en paix. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Alors là, il ne fallait même pas appuyer sur ce bouton-là. Il ne fallait même pas toucher ce bouton-là. Moi, je vous dis. Alors moi, je vais vous demander de ne pas se foutre de la population, ni de ne pas se foutre de la famille de ce pauvre gendarme qui a été lynché. Il ne faut pas se foutre de la population et il ne faut pas se foutre de, ces pauvres, de la famille de ce pauvre gendarme qui a été lynché. Qui a été lynché par votre faute parce que c'est votre pratique. C'est ce que vous avez instauré en Côte d'Ivoire là, qui est là, c'est votre pratique. Vous n'avez pas eu peur de tuer, de gorger 10 gendarmes comme des moutons. Mais... et vous étonnez que quand vous voyez la photo d'un gendarme couché là, vous êtes étonné. Même à regarder dans ses yeux, quand on regarde ses yeux, son expression, il est archi faux ce gars. Il est archi faux dans son expression.
Il est archi fort. Il se moque non seulement de la famille du pauvre gendarme, mais aussi de la famille de celui qui a été, de ce citoyen, de ce pauvre monsieur qui allait faire juste ses courses, qui voulait juste travailler, gagner un peu d'argent pour acheter son pain et qui a été assassiné froidement par ce gendarme. Il se moque de ces deux familles-là. Non mais attends, et quoi d'autre encore? Moi, ça m'a mis en colère. Et je dis, c'est une colère froide. C'est une colère froide. Quand tu n'as pas la morale, ne fais pas la morale aux autres. Tu te tais, c'est mieux. Faut rien dire. Quand tu n'es pas exemplaire, cherche pas à indexer les autres. Tu te tais, c'est mieux. Faut rien dire. Et moi, ça me met en colère. Moi, je demande vraiment à Guillaume Soro de tenir en laisse ces petits caniches, ces petits chiots là, il n'est qu'à les tenir en laisse. Parce que là, c'est la société ivoirienne, la société civile, qui va se lever, qui va manifester contre Guillaume Soro. De la France, on va le trouver à Abidjan. Parce que là, trop, c'est trop. Il ne faut pas se foutre de nous et surtout, il ne faut pas jouer avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont assez payé et ils continuent d'être lésés alors qu'ils ont souffert dans ces crises qui durent depuis 18 ans. Il faut arrêter. C'est de la foutaise. Il faut arrêter de se foutre des ouais. Il faut arrêter de se foutre des ouais. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il glorifie, merci, les gens qui ont manifesté à Paris à cause des carcasses de voitures. Vous ne manifestez pas pour les gens qui ont faim en Côte d'Ivoire. Vous ne manifestez pas pour les gens qui n'arrivent pas à se soigner en Côte d'Ivoire. Vous ne manifestez pas pour les familles pauvres en Côte d'Ivoire. C'est les France au revoir qui sont importants que l'être humain. Vous manifestez à cause de... Donc depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire là, depuis que Guillaume Soro a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, qu'il partage le pouvoir avec tous ceux qui sont au pouvoir là. Ces militants ne savent pas que la Côte d'Ivoire là, il y a d'autres personnes qui souffrent dans ce pays là. C'est carcasse de voiture qui est important que l'être humain. Carcasse de voiture est important que l'Ivoirien. Vous allez descendre dans les rues pour manifester, pour nous expliquer que oui, en Côte d'Ivoire, il faut se lever, c'est un combat des citoyens. Ah bon? Quand vous êtes au pouvoir, quand tout va bien là, dans votre sens, vous ne savez pas qu'il y a les autres qui souffrent. Et c'est quand vous êtes en difficulté que vous appelez aux gens pour manifester, pour venir faire la comédie dans les rues de Paris. C'est quoi? C'est quoi cette comédie-là? C'est quoi cette comédie? Non mais attends, et puis quoi d'autre? Monsieur Guillaume Soro était Premier ministre de Laurent Gbagbo, ouais. Il était Premier ministre de Laurent Gbagbo, il a gouverné avec Gbagbo. Il a dirigé ce pays avec Gbagbo, il n'a apporté aucun équilibre à la Côte d'Ivoire. Je suis désolé de le dire, mais j'assume mes propos. Il n'a apporté aucun équilibre à la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter là. On a assez de plaies comme ça qu'on n'arrive pas à soigner. Il ne faut pas rajouter là-dessus. Il faut arrêter. Et il ne faut pas surfer sur les douleurs des gens pour chercher à se faire plaire. Il faut aussi arrêter ça. Non, mais attends. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Monsieur Guillaume Soro est à l'Assemblée nationale. Il est président de l'Assemblée nationale. Il a fait un premier mandat. Il est sur son deuxième mandat. Il a la fin de son deuxième mandat. Il va nous sortir quoi? Qu'il aime tellement les Ivoiriens qu'Alassane Ouattara? Il aime tellement les Ivoiriens que les autres partis politiques? Surfer sur le malheur des gens? Ah, il attendait que ça? Il attendait que ça? Il a été Premier ministre de Gbagbo. La crise était en Côte d'Ivoire, mais le pays était divisé en deux. Il gérait le nord de la Côte d'Ivoire. C'est venu à l'esprit un jour de savoir que ce pays-là doit se réunifier. Ok, on passe. Président de l'Assemblée nationale. Il gouverne. Il a un pouvoir législatif dans la main. Ils vont nous dire quoi? Et ces militants vont se manifester, ils vont crocher ou cracher ou cracher, j'en sais rien. Mais il a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. S'il veut être candidat, il a le droit d'être candidat. Mais il ne faudrait pas que ces militants, les soroïstes, sauf sur la douleur des gens, sauf sur la misère sociale, sauf sur l'insécurité que lui-même a participé à installer dans la Côte d'Ivoire. Il est aussi responsable de cette insécurité dans la Côte d'Ivoire. C'est là où je dis, il ne faut pas se foutre du monde. C'est de foutaise. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il est aussi responsable de cette insécurité dans la Côte d'Ivoire. Tuer facilement un gendarme, il en fait partie. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
C'est vous, ces militants-là, vous allez vous planter sur les réseaux sociaux pour venir dire, faire semblant d'avoir pitié. Ah, quand je vois ce gendarme qui est ensemble avec ses photos, je me pose la question, je dis, qu'est-ce qui se passe? Mon pays est en danger. Et il y a l'autre qui dit son peuple. Il se croit dans un royaume. Toi, comme ça, là, toi, qui est ton peuple? La Côte d'Ivoire n'est pas ton peuple. La Côte d'Ivoire, c'est une république. Avec des lois, des règles qu'il faut respecter. La Côte d'Ivoire est une république. Et il faut construire un état de droit. Et je demande aux autorités elles-mêmes de faire respecter la loi. Parce que ça fait trop. Les gens se croient trop permis. Ils se croient tous les droits. Et ça fait de trop. Ça fait un bordel. Il faut vraiment arrêter tout ça. C'est plus possible. Il faut arrêter ça. Vous allez faire quoi? Appeler les gens à manifester. Mais nous-mêmes, si ça continue là, c'est la moi, je vais appeler à manifester contre le président de l'Assemblée nationale. S'il ne veut pas tenir l'Assemblée nationale pour faire voter les lois, pour faire appliquer les lois, s'il veut se promener avec les gamines pour faire croche, 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 on va demander au président de l'Assemblée de la République de le dégager de l'Assemblée nationale. Ils vont mettre quelqu'un d'autre pour travailler. Ils vont mettre quelqu'un d'autre pour travailler. Faut pas Soro Diomaye se fout des Ivoiriens. Hein. Il faut arrêter Soro. Il faut arrêter. Franchement, grand frère, il ne faut pas te foutre des Ivoiriens. On a assez de souffrance comme ça. Si tu n'es pas capable de travailler à l'Assemblée nationale, il faut quitter. Parce qu'on est assis, les gens meurent de faim. Ils n'arrivent pas à se soigner. C'est croche Soro, croche Soro. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec croche Soro? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? On voit des jeunes filles qui sont dans les bars à champagne là. Croche Soro, croche Soro. C'est ça un projet de société pour les Ivoiriens. Croche Soro. Je ne voulais pas parler de cette affaire. Je ne voulais pas parler de cette affaire. Mais les deux messages de ces zigotos-là m'ont mis en colère. Ces deux messages de ces zigotos-là m'ont mis en colère. Croche Soro, les présidents, les frères ont manifesté en Paris, ils ont bien fait, mais c'est les présidents, Non mais attendez. Non mais attendez. Les Ivoiriens souffrent de faim. Ils meurent de faim. Les Ivoiriens meurent de faim. Il y a combien de taux de pauvreté? On ne peut pas s'asseoir pour réfléchir, pour trouver des solutions. On va se promener, jouer au maracana, jouer au football, le gardien qui saute, le ballon qui est en bas. C'est quoi tout ça là dans le pays là? C'est quoi tout ce bordel là? C'est quoi tout ce bordel là? C'est quoi tout ce bordel? Moi je vais m'adresser au président de la République les jours à venir. Je vais m'adresser au président de la République les jours à venir. C'est à lui de prendre sa responsabilité. C'est lui qui est le chef de l'État. C'est à lui de prendre sa responsabilité. S'il veut caresser Soro dans le sens du poil, il prend son Soro, il le garde chez lui à la maison. Les Ivoiriens ne veulent pas voir Soro Diomaye se promène partout dans les villes en train de jouer au football. C'est pas ça le rôle d'un président de l'Assemblée nationale. C'est pas ce qu'on lui a demandé. C'est pas ce qu'on lui a demandé. C'est pas ce qu'on lui a demandé. C'est au président de prendre ses responsabilités. Il a assez remercié Soro Diomaye. C'est très bien, Soro Diomaye est milliardaire. Hop, il le prend, il le garde chez lui. Vraiment, les Ivoiriens ne veulent pas de ça. On a besoin d'équilibre. On n'a plus besoin de tension dans ce pays. On n'a plus besoin de guerre dans ce pays. On n'a plus besoin de coups d'État dans ce pays. On n'en veut plus de ça. Ça ne rapporte rien aux Ivoiriens à part des pertes en vies humaines. Guerre, coup d'État, bagarre, tuer gendarme, lapider policier, ça n'apporte rien à la population. À part la régression. Le pays régresse. Et nous ne voulons plus. On ne va pas passer notre temps à vivre dans la régression. Ce n'est pas possible. Je vais fermer ce chapitre-là. On en parlera un autre jour. Revenons à Bloreke. Donc je voulais faire le lien pour que les gens comprennent très bien. Ce qui se passe à Bloreke est la conséquence de ce que eux-mêmes ils ont installé. Ce que la rébellion a installé là, c'est la conséquence là, ce qui continue à Bloreke. Hein. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. L'ouest de la Côte d'Ivoire, le Guémon, le Cavali, a été là, je le dis, je le répète. Et je le dis à mes parents, ouais-même qui m'entendent là. Mes parents, ouais, qui m'entendent et qui jouent les têtus, qui n'ont rien compris, qui se font manipuler bêtement dans ça. Et mais je m'adresse. Et je vais m'adresser à eux demain. Je vais m'adresser à eux demain. Je vais m'adresser à eux demain. Mes parents, ouais, qui suivent bêtement là, je vais m'adresser à eux demain. On a une région qui est riche, où la population souffre, où elle est délaissée,
où il n'y a même pas un regard. Attendez. Et vous êtes assis là, c'est des bêtises qui n'ont pas de sens, là vous courez après ça, rien que pour de l'argent. C'est quoi le problème? Vous avez un projet de société, vous avez une vision des régions. Ce qui s'est passé à Bloleke, ce sont des signes. C'est des signaux. C'est des signaux. C'est des signaux d'une rébellion qui arrive pour diviser la Côte d'Ivoire en deux. Je le dis, je le répète. Ce qui se passe à Bloleke, de Djiglo, tout le play, Bloleke, c'est les signaux d'une autre rébellion qui arrive pour diviser la Côte d'Ivoire en deux. Ils vont saisir le Sassandra, bloquer le Sassandra pour diviser la Côte d'Ivoire en deux. Rien que pour leur soif de pouvoir. Rien que pour leur soif de pouvoir. Rien que pour leur soif de pouvoir. Et la population, le peuple ne va pas payer encore pour votre soif de pouvoir. Ce n'est pas possible. Nous, on ne veut plus mourir. On n'a pas les moyens de faire sortir nos parents des villages. On n'a pas les moyens de payer leurs billets pour les mettre dans les jets privés pour descendre au Borgé. On n'a pas besoin de ça. L'Ouest de la Côte d'Ivoire a assez payé. Il ne faut pas nous prendre en otage pour votre besoin, pour votre désir, pour votre petite ambition de petite taille. Ah, franchement, il y en a marre. Il y en a marre. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui se passe à Bloleke, c'est la conséquence de la rébellion qui continue. C'est la conséquence de la crise ivoirienne qui continue. Parce que les problèmes n'ont pas été réglés. Les problèmes n'ont pas été résolus. Les problèmes n'ont pas été résolus. Les problèmes n'ont pas été réglés. J'avais fait une lettre que j'avais adressée au président de la République. Début d'année, en janvier. Où j'ai exaucé, j'ai demandé partout, j'ai exaucé le président pour dire, venez dans la région du Guémon et du Cavali. Venez voir vos frères là-bas. Venez échanger avec eux. Venez vous-même constater, il faut que l'État arrive dans le Guémon et le Cavali. Pour constater, pour voir, pour comprendre les besoins des populations, afin d'adapter des solutions adéquates. J'avais fait une lettre au chef de l'État. J'avais fait une lettre au chef de l'État à l'époque. En janvier dernier, j'ai fait une lettre au chef de l'État où j'ai même demandé une audience publique. Je n'ai pas encore de réponse. Ça, ce n'est pas important. Je considère que je suis une petite femme, une petite personne qui n'est pas très importante, à qui on ne peut pas accorder une audience. Je ne sais pas. Ça, ce n'est pas important. Très bien. Le jour viendra où peut-être que j'aurai cette surprise enfin d'avoir l'audience pour que le président puisse vraiment rencontrer la diaspora ivoirienne pour vraiment dialoguer avec le chef de l'État pour comprendre les difficultés des régions. Parce qu'il y a des choses qui se passent et on ne peut pas continuer à dormir dans cette utopie, à rester là, à ne rien faire, à ne pas faire bouger parce qu'on ne serait pas de l'autre tel bord, de tel bord. Pour moi, je suis une républicaine et démocrate. Le président de la République est le président de tous les Ivoiriens. Je ne fais pas de distinction de connotation politique. Je peux interpeller le chef de l'État sur certains sujets, sur la gestion de certains dossiers. Mais je ne pense pas, je n'imagine pas et j'espère ne pas me tromper que le président de la République soit un président des partis politiques. Pour moi, il est le président de tout le territoire ivoirien et de tous ses concitoyens, même du territoire. Donc, sur ce sujet, il faut qu'on soit très clair là-dessus. On soit très clair là-dessus. Donc, je dis, ce qui se passe à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est les séquelles et c'est la continuité de la crise ivoirienne. Je le dis, je le répète. Si nous ne prenons pas garde et que nous ne trouvons pas de solutions adéquates à la difficulté des populations à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Guémon et dans le Cavalier, si nous ne trouvons pas des solutions adéquates, nous n'apportons pas la sécurité nécessaire, nous n'apportons pas des personnes compétentes nécessaires dans ces deux localités, la Côte d'Ivoire va être divisée en deux à nouveau. La Côte d'Ivoire va être divisée en deux à nouveau. La Côte d'Ivoire va être divisée en deux à nouveau. Et c'est à ça qu'on va assister. C'est à ça qu'on va assister. Virginie Gras, oh ben tu sais,
Ils ont que la... C'est pas grave. Moi, j'aime bien dire, quand je vois les soroïstes venir m'insulter, ça me rassure et ça démontre avec exactitude leur niveau intellectuel qui est très bas. Ils ont que la violence. Ils savent que égorger. Ils savent que tuer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et que c'est la violence. Pour eux, avec les armes, Soro-Diom viendra au pouvoir. Mais moi, je vais leur dire, si Soro-Diom vient au pouvoir avec les armes, je serai la première femme chef rebelle de la Côte d'Ivoire. Soro lui a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Moi, je l'ai divisé en 4. Donc, chaque région de la Côte d'Ivoire, là, aura son président. Comme ça, on va s'asseoir. Comme on veut bousiller le pays, on va le gâter, puis on assis en même temps. Parce que des personnes aussi violentes, qui n'ont même pas un langage de débat, qui ne sont même pas capables de raisonner, qui sont aussi petits de taille et petits d'esprit, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. On ne peut même pas vous donner une confiance. Priez, parce que la violence, elle est en vous, elle est dans vos écrits. On la voit. C'est tout ce que vous savez faire. Si ce n'est pas lui, c'est que c'est lui. C'est pas lui, c'est que ça va brûler. Faites brûler la Côte d'Ivoire, on va voir en 2020. Avant 2020, faites brûler la Côte d'Ivoire. Il dit que c'est Alassane Ouattara qui joue avec vous. Si c'est moi, là, je vous soulève votre gang, je vous fous en tôle. Vous allez rejoindre les deux autres qui sont à la CPI. Je vous mets à la CPI. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Je vous ramasse, là, je vous balance comme une brochette à la CPI. Et puis on va voir ce que vous allez rejoindre les deux autres là-bas. Vous allez voir que la paix va venir comme ça, fiable en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est parce que vous êtes là, vous n'êtes pas inquiété. Vous sautillez. Ça peut vous sautiller. Bref, on va continuer notre entretien. Voilà. Donc, je dis que Françoise Boye, la baronne du 20e arrondissement, moi seule, ma belle-sœur, je t'embrasse, je salue mon frère. Donc, quand vous voyez ce qui se passe dans cette région, c'est les conséquences. C'est les conséquences. C'est la continuité de la crise ivoirienne qui n'a pas été résolue. Il y a plusieurs difficultés dans la région, dans le Guémon et dans le Cavalier. Il y a plusieurs difficultés. Les gens sont en insécurité. Dans l'esprit de la population, de la population, des communautés, il y a encore cette colère, il y a encore cette tristesse, il y a la colère. Il y a une population, il y a une communauté, la communauté ouais, qui se dit qu'il n'y a pas une justice sociale. Voilà. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas se voiler la face. On va tourner pour dire, il faut masquer, il ne faut pas toucher ici. Parce que, on ne touche pas, et puis bam, ça explose. Donc, il faut poser les vrais sujets. Il y a un vrai problème. Il y a un problème de justice sociale dans le Guémon et dans le Cavalier. Il y a un problème de justice sociale. Les rois qui sont dans le Guémon et le Cavalier disent qu'il n'y a pas de justice sociale. La justice n'est pas équitable. Parce que quand il y a la guerre, ce n'est pas un seul camp qui se bat, c'est deux camps. Les personnes qui ont pris les armes, il y a des miliciens, il y a chacun avec ses miliciens. Ok. Mais quand vous avez une partie des miliciens à qui on donne l'argent pour s'intégrer dans la région et qui ouvrent leurs magasins, qui ont des magasins, qui ont les boutiques, ici et là, et la population, ouais, qui elle a subi aussi malheureusement parce qu'elle a été otage et victime de guerre. Quand elle pense qu'elle n'a rien, qu'elle ne reçoit rien, mais elle est en colère. C'est une colère qui est normale. Elle est normale, la colère. Ils se disent, bon, on n'a plus de forêt, nos forêts sont occupées, d'autres sont occupées illégalement, on n'a plus rien à faire, on est assis dans les villages, on ne peut pas aller dans les villages. Quand on va au champ, il y a des personnes qui sortent de nulle part, on ne sait pas. Il y a des individus non identifiés qui sont armés et qui sont dans les forêts et qui assassinent à bout de champ pour créer des tensions au sein des communautés. Voilà la réalité dans cette région. Et que personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais ça va flamber, ça va exploser. Donc, il y a un problème, il y a un réel problème. Il faudrait que l'État soit auprès des communautés réellement pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Tant que les solutions adéquates ne sont pas trouvées, la crise va perdurer, les tensions vont toujours monter et les communautés vont s'enflammer et ça va profiter à certaines personnes qui souhaiteraient juste créer une base arrière, utiliser l'ouest de la Côte d'Ivoire comme base arrière pour former une autre rébellion ou une deuxième rébellion en Côte d'Ivoire. Donc il y a des choses qui sont en train d'arriver, on voit les signaux sont là. On ne peut pas faire semblant et fermer les yeux là-dessus. Voilà, ils n'ont rien. Vous avez des gens qui malheureusement n'ont rien. Donc, il y a des vrais problèmes qui sont là-bas. Ces problèmes doivent être réglés. Je vais venir au fait. Voyez, dans un pays, quand l'état de droit n'est pas respecté, quand la population se sent pas en sécurité, quand la population
pense que la justice n'existe pas, la justice sociale n'existe pas, à un moment donné, la tension monte et la population se fait victime, se fait justice elle-même. Et c'est ce qui s'est passé à Bruleki. La population, malheureusement, qui va se faire justice elle-même. On ne peut pas, dans notre pays aujourd'hui, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, on ne peut pas accepter et tolérer que la population peut se sentir en insécurité, peut se sentir abandonnée par l'État et se faire justice elle-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le tolérer. On ne peut pas le tolérer, ça. On a un gendarme qui en exerce ses fonctions. Un gendarme qui en exerce... Donc, c'est un fonctionnaire de l'État. Un fonctionnaire de l'État, il est payé par l'État. Ça veut dire le contribuable, le citoyen lambda, qui, lui, contribue au salaire de ce gendarme-là. Parce qu'il ne faut pas chercher, moi, je ne cherche pas à justifier. Je veux parler du droit. Je veux parler du droit. Du droit, on va rester sur le droit. Après, les sentiments des uns et des autres peuvent être ressentis et être exprimés en fonction de soit leur appartenance ou soit leur... peut être ressenti. Mais là, parlons du droit. Un gendarme, c'est un fonctionnaire de l'État. Il est là pour rétablir l'ordre. Il est là pour accompagner la société à vivre en sérénité et en symbiose avec l'État. Donc, il est là pour garantir la relation, la relation entre la société et l'État. Ça, c'est le rôle des fonctionnaires et c'est le rôle du gendarme. Donc, c'est un représentant, quelque part, il représente l'État. Dans un pays, un fonctionnaire, pourquoi un gendarme peut se mettre à chaque carrefour pour racketter 1000 francs à de pauvres personnes qui ne sont ni fonctionnaires, qui ne reçoivent absolument rien de l'État et qui se débrouillent pour vivre? Pourquoi? Excusez-moi, c'est un appel qui vient de Londres. Je vais rappeler après. On ne peut pas. Un gendarme est là pour établir l'ordre. Qu'est-ce que le fonctionnaire que tu es? On prive le citoyen des droits. Il n'a même pas... Ça dit que l'argent qu'on prend pour vous payer, on peut partager ça aux citoyens. Mais les citoyens se privent de la santé, de la nourriture pour payer votre salaire tous les mois. Mais vous n'avez même pas pitié de ces gens-là. En plus, vous partez, vous leur raquettez de l'argent. Pourquoi un gendarme peut passer son temps à commander dans les rues? Il est fonctionnaire, mais c'est les citoyens qui vont payer, qui vont augmenter votre salaire. C'est eux qui vont payer votre salaire. Vous avez un salaire. Les policiers ont un salaire. Les douaniers ont un salaire. Ce sont des fonctionnaires. Alors pourquoi vous passez votre temps à mendier dans les rues? C'est de l'escroquerie en bande organisée. C'est pour cela quand on m'a parlé de bavure, je dis pour moi ce n'est pas une bavure. Ce n'est pas une bavure, c'est intentionné. C'est prémédité. Parce que quand on est dans l'armée, on a une arme sur soi. C'est pour se défendre. On se défend même à la dernière minute. C'est là qu'on tire. Parce que on se dit, ma vie, elle est en danger. Ma vie, elle est en danger. Ou soit c'est moi qui meurs, ou c'est moi qui le tue. En ce moment, le corps habillé qui a l'arme sur lui peut prendre l'arme pour se défendre. Mais un pauvre citoyen qui a un taxi moto, un pauvre citoyen qui a taxi moto, quand vous partez dans ces villes-là, dans ces régions-là, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de route. Les voitures, même pour passer, ont des difficultés. Les moteurs se gâtent. Donc, les gens se débrouillent. Ils raccommodent comme ça pour survivre. Qu'est-ce que tu as commandé 1000 francs à un pauvre jeune homme? On va faire quoi avec 1000 francs? Gendarme va faire quoi avec 1000 francs de ce pauvre paysan? On va faire quoi avec 1000 francs? 500 francs par là, 300 francs par ici. À tel point qu'ils ne sont même pas respectés par la société. Parce qu'ils passent leur temps à les escroquer, à mendier. Ils passent leur temps à commander. Ça fait qu'ils n'honorent même pas la tenue qu'ils portent. Ils n'honorent même pas l'armée. Ils n'honorent même pas ce qu'ils sont. Aux yeux de la population, ils ne représentent rien parce qu'ils sont des mendiants. Mais c'est grave dans une société. C'est grave dans une république. C'est grave. C'est grave ça. Ma belle lui dit qu'on a bonsoir. C'est grave dans une république.
On ne peut pas l'accepter, ça. On ne peut pas. Tu montes dans un taxi, à chaque barrage, le policier qui est là, il va te demander de l'argent. Est-ce que ça, c'est normal? Mais l'État voit tout ça là. Mais si à la tête de l'État, si dans le ministère, il y a des corrompus là-bas, mais le gendarme dit que si eux, ils arrivent à voler la société, nous, on peut voler les pauvres aussi. Ça veut dire que, finalement, c'est toujours les pauvres qui sont les victimes. C'est terrible. C'est terrible. C'est grave. Donc, il faut vraiment que l'État puisse se saisir de ces problématiques. Que l'État se saisisse de ces problématiques. On ne peut pas continuer à vivre dans une société où on est toujours, on a des gendarmes, des policiers, des douaniers qui font la raquette à chaque coin de rue. Souvent même d'autres ne sont pas en mission. Ils portent leur treillis, ils prennent leurs armes, ils vont s'arrêter avec leurs copains au coin de rue pour aller escroquer les gens. C'est quoi ce bordel-là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel-là? C'est quoi ce bordel? Un bordel à bande organisée, à grande envergure, un bordel habillé en treillis. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas possible. C'est pas possible. On se retrouve face à un drame. Voilà. Juste pour 1000 francs, tu tires sur quelqu'un. Pour 1000 francs seulement, tu tires sur un innocent. Il est à moto. Ce sont des gens qui ont des difficultés dans ces régions-là. Il n'y a pas d'emploi dans ces régions-là. Il n'y a pas d'usine dans ces régions-là. Il n'y a rien dans ces régions. Il n'y a rien pour créer de l'emploi. Les gens se débrouillent comme ils veulent. Ils se disent qu'ils sont oubliés par l'État. Pourtant, ce sont des régions qui produisent la richesse nationale. La moitié de la richesse nationale vient de ces régions-là. Mais malheureusement, il n'y a pas d'usine là-bas. Expliquez-moi, comment on peut créer de l'emploi? Excusez-moi, comment on peut maintenir? Comment on peut maintenir des gens dans la jeunesse dans les régions, pour que la jeunesse puisse rester dans les régions, pour cette richesse des régions? S'il n'y a pas d'emploi, donc créer de l'emploi dans ces régions, les gens se débrouillent comme ils peuvent. Les gens se débrouillent comme ils peuvent. Ils se débrouillent. Ils sont obligés de souffrir parce qu'ils ont besoin de survivre. Ils ont besoin d'un minimum. Un minimum que vous ne pouvez pas leur donner. Ils vont chercher ça. Quelqu'un qui fait taxi moto pour aller soulever sur une moto, normalement la loi, il ne peut pas avoir 3 personnes. Il ne peut qu'avoir que 2 personnes. Mais à cause de ces gendarmes, ils sont obligés de faire des surcharges. Ça veut dire que la sécurité routière n'est pas respectée. Puisqu'ils doivent donner 1000 francs à un gendarme sur la route, ils doivent faire du surcharge. Au lieu de prendre 2 personnes, ils prennent 3 pour que la 3e personne soit l'argent pour le gendarme. Mais c'est quelle misère vous infligez aux pauvres personnes? C'est quelle misère ça là? On se retrouve pour 1000 francs, tu es un fonctionnaire, tu as un salaire pour 1000 francs seulement, tu tues quelqu'un. Tu tues un père de famille pour 1000 francs. Mais à un moment donné, ça dit que pour arriver à cet état de fait, pour arriver à une colère comme ça, c'est que c'est quelque chose qui est récurrent, qui est régulier, qui monte. Parce que pour que quelqu'un se mette en colère, il ne se met pas en colère tout de suite. Il se met en colère parce que tu commences à exagérer. C'est que c'est une pratique qui est exagérée, où la population en a ras-le-bol de ces pratiques, on a marre de ces pratiques, et se dit, là on va en découdre, là il est allé loin. Il est allé loin pour 1000 francs, il tue quelqu'un, on va en découdre. La population va se faire justice. Malheureusement, elle va lyncher, tuer le jeune gendarme sur son lieu de travail. Malheureusement. Plutôt que de se retrouver avec un mort, on se retrouve avec 2 morts. Ils vont encore plus loin pour démontrer leur mécontentement, pour faire un signal à l'État. Ils vont encore plus loin. Ils vont brûler la mairie et la gendarmerie, les institutions de l'État. Voilà ce à quoi on arrive quand des fonctionnaires et des agents de l'État ne respectent pas l'État. Quand les agents de l'État eux-mêmes ne respectent pas l'État. Voilà ce qui arrive. C'est malheureux. C'est malheureux. On se retrouve avec 2 familles endeuillées. 2 familles qui sont en souffrance. 2 familles qui souffrent, qui pleurent. Des enfants qui sont restés, qui deviennent orphelins. Pour 1000 francs, des enfants sont orphelins.
Pour 1000 francs seulement. Charlie, merci. Vraiment, c'est beaucoup de tristesse. C'est beaucoup de douleur. C'est beaucoup de colère. On est assis, on est impuissant. On ne peut rien faire. On ne peut que alerter l'État. On ne peut rien faire. On est impuissant face à toutes ces atrocités, tous ces drames. On ne peut rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas établir l'état de droit dans notre pays? Je l'ai dit la dernière fois. Je dis le président de la République est pris en sandwich. Mais à un moment donné, il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités et qu'il les assume pleinement. Il faut qu'il les assume pleinement. Des gens qui foutent le bazar. Si on arrive à clouer, à mettre en prison des personnes de l'opposition, on peut mettre en prison des délinquants. Si des gens qui sont même dans le camp du président ne sont pas capables de respecter la loi, ne sont pas capables de respecter les institutions, ne sont pas capables d'avoir une pensée pour le bien-être du commun de tous les Ivoiriens, mais le président, mettez-les en prison aussi. Mettez-les en prison aussi. Parce que les Ivoiriens en ont marre. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de tranquillité, de sérénité. Et on ne peut pas continuer à vivre dans la frayeur où les gens ne sont pas libres de circuler. Les gens, à partir de 21h, ne peuvent plus sortir de chez eux. Parce qu'on ne sait pas qui va avoir une machette sur la route pour t'égorger. Les gens ne peuvent plus aller dans leur plantation. Parce qu'il y a des individus non identifiés qui sont armés et qui sont assis dans le cavalier et dans le guémon. Qui sont prêts à diviser la Côte d'Ivoire en deux. Et je pense que les autorités ivoiriennes doivent avoir ces informations-là. Pour moi. Ils doivent le savoir. Ils ont tous les moyens pour écouter. Ils ont tous les moyens, ils ont tous les services qu'il faut pour avoir l'information exacte. Ce qui est en train de se produire à l'ouest, dans le Guémon et le Cavalier. Ce qui se produit dans le Guémon et le Cavalier. C'est une guerre qui se prépare. C'est une guerre qui se prépare. Et nous ne devons pas arriver à ça. Nous ne devons pas arriver à cette guerre. Chacun s'en fout de la misère de ces populations qui longtemps sont abandonnées. La population de l'Ouest est abandonnée. Qui assiste la population? Qui est à ses côtés? Elle est abandonnée. Elle est abandonnée. 10 ans, le gouvernement précédent, elle a été abandonnée. Et là encore, elle n'est pas assistée. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? La colère, la haine, le comportement que nous avons tous les jours au quotidien alimente la haine et la colère. La haine et la colère est l'arme fatale pour déstabiliser un pays. La haine et la colère est l'arme fatale plus facile pour déstabiliser un État. Ce qui est en train de se passer à l'Ouest, c'est un signal à l'État. C'est un signal à l'État. La haine, c'est le venin qui détruit la société. La haine, c'est le venin qui empoisonne le vivre ensemble. Il ne faut pas laisser cette colère et cette haine longtemps dans le cœur des communautés, dans le cœur de cette population de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut trouver des solutions. Il faut dialoguer avec eux. Il faut discuter avec eux. Parce que j'entends beaucoup de choses. Ah, c'est pas grave. La paix, de toute façon, la réconciliation va se faire tout seul. Non! La réconciliation ne se fait pas tout seul. La paix ne se construit pas tout seul. Parce que la guerre, elle ne s'est pas faite tout seul. C'est les hommes qui ont fait la guerre. C'est les hommes qui ont fait la guerre. C'est les hommes qui construisent la paix. C'est les hommes qui construisent cette cohésion sociale. Ça ne se décrète pas, ça ne s'invente pas, ça ne se chante pas. Ça se vit au quotidien. Ça se vit. Ça se vit. Mais dans cette zone, la paix ne se vit pas dans cette zone. La réconciliation ne se vit pas dans cette zone. Mon frère Zasso. Allô? Excusez-moi. Allô? Oui, ma soeur Bouza. Oui, mon frère Zasso. Comment tu vas? Ça va, merci. Je suis en colère, mais c'est une colère froide, mais ça va. Vraiment, je suis aussi en colère comme toi. J'ai été vraiment touché par tes propos, ma soeur. Merci. Alors, j'ai forcé de te joindre et puis
vraiment partager cette colère avec toi. Merci, mon frère. Alors, si tu me le permets... Mais je te permets, tout à fait, volontiers. Une minute, s'il te plaît. Je vais réduire ma télévision. D'accord. D'accord, mon frère. C'est mon frère Zasso qui appelle, notre frère. Enfin, c'est pas bon, c'est mon frère, c'est notre frère. Allô, ma soeur? Oui, mon frère Zasso. Oui. En tout cas, je voudrais sincèrement te remercier et toujours te dire que tu as toujours mon soutien, tout mon soutien. Merci. Dans le combat dans lequel tu t'es engagé depuis quelques années. Merci. Tu sais, souvent, je remercie parfois Dieu d'avoir tout fait pour que moi, Zasso, je sois au Ghana. Tu sais, quand je suis arrivé au Ghana, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que l'État, l'État, c'est une machine forte. C'est une machine très forte. Et quand on a un État sérieux, on a un État à la tête des hommes sérieux, qui ont vraiment une vision et qui savent véritablement ce qu'ils veulent pour leur pays. Je pense que ces désordres-là ne peuvent pas exister. Oui. Ces désordres-là ne peuvent pas exister. Dans toutes les grandes nations, qui ont des grandes nations, la base, c'est d'abord l'éducation. La transformation des mentalités, la transformation des consciences des gens. Si jusqu'à présent on n'arrive pas, parce qu'on est encore dans des petits sentiments. Ma soeur, j'ai vécu au Ghana. Et ça, il n'y a pas longtemps au Ghana, un capitaine avait été assassiné, un capitaine qui faisait le sport le matin. Qui avait son pistolet, qui avait été attrapé. Tu sais comment l'État a réglé ça? Non. Toutes ces personnes ont été arrêtées qui ont participé à l'assassinat de ce capitaine ont été arrêtées. Et il y a eu une grande cérémonie. Tout le Ghana s'est mobilisé, tout le monde s'est mobilisé. L'État même s'était véritablement impliqué. On a enterré le monsieur dignement. Ils sont allés dans la région. Je suis convaincu qu'aujourd'hui au Ghana, on ne peut pas attraper quelqu'un pour le tuer ou bien le brûler. Non, c'est pas possible. Il y a un état de droit. Il y a un état de droit. C'est ça qu'un état de droit. Il y a un état de droit. On a utilisé des chaînes de télévision, de radio, partout pour dire aux Ghanéens, c'est la dernière fois. Voilà. Si vous arrêtez quelqu'un parce qu'il a volé du pain, vous arrêtez quelqu'un parce qu'il a volé du pain, vous arrêtez quelqu'un parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela, vous le tuez, vous le brûlez, vous achetez des images. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Crise post-électorale, moi j'étais à Yopougon, j'ai vu des gens brûler des gens. C'est horrible. Cousin, je te cache pas, je vais te dire une chose. J'étais au 20e à Yopougon. Après l'arrestation de Laurent Gbagbo, 2 semaines après, j'étais au 20e à Yopougon. Et j'ai vu un militaire, et un policier, oui, c'est un jeune policier. Il était avec ses amis. Donc, pendant que tous ses amis soldats étaient là, il a pris son portable pour appeler. Pendant qu'il était en train d'appeler, il y a un qui a commencé à crier sur lui. Pourquoi tu appelles? Pourquoi tu appelles? Tous ceux qui étaient là pensaient qu'il était en train d'appeler un ennemi. Ils ont commencé à l'attraper. Ils ont commencé à le bastonner. Je venais à ma voiture, j'ai arrêté ma voiture. J'ai dit quoi? Un policier. J'ai arrêté ma voiture, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ça? On dit non, ça se quitte là-bas. J'ai dit non, mais il faut arrêter ça. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit non, il est en train d'appeler l'ennemi. Cousin, des fois, moi, ils ont tué le gars. Je suis resté dans ma voiture, j'ai coulé les larmes, je ne pouvais pas. Ils l'ont battu froidement. On regarde maintenant dans le portable, c'est sa femme qui l'appelait parce qu'elle était... Oh mon Dieu, quelle horreur. On regarde dans le portable, c'est sa femme qui l'appelait. Je suis obligé de prendre ma voiture, je ne pouvais plus supporter tout ça, c'était pas la peine. Mais comment les gens sont arrivés comme ça à tuer facilement ça? Parce qu'à un certain moment donné, nos hommes politiques n'ont pas voulu faire la politique. Ah là là. La Côte d'Ivoire n'est plus leur priorité quand ils accèdent au pouvoir d'État. C'est comment s'occuper de leur famille, leurs proches et leurs amis. Ils manipulent, ils instrumentalisent la population. Il faut de la faiblesse d'esprit, de taux de pauvreté, de la misère de nos parents pour atteindre leurs objectifs. Sinon, mettre un état de droit en place, ce n'est pas la priorité des hommes politiques. C'est la chose la plus facile. La difficulté que Ouattara a, il y a un problème de droit. Malheureusement, Ouattara n'arrive pas à imposer jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à mettre en place un état de droit. Mais parce qu'il est pris en sandwich. C'est ça qui est dangereux.
Ah bah oui. À un certain moment donné, il faut qu'il prenne conscience, il faut qu'il se libère lui-même. Non, mais il y a une décision à faire Parce que s'il ne se libère après. pas, s'il veut forcément être candidat en 2020, il veut avoir des militants pour le voter. Donc, il doit jouer le jeu, il ne pourra pas construire l'état de droit. Voilà le problème qu'on a à Gouza. Moi, je te dis la vérité. Ouais. Quand nos hommes politiques accèdent au pouvoir d'État, la première des choses, ils passent à leur deuxième mandat. Ouais, c'est ça qui est dommage. Donc, il y a des gens à qui on ne peut pas toucher. Ouais. Que ce soit sous Gueye Robert. Gueye, au moins, ça pouvait aller. Malheureusement, lui, on l'a trahi. Ouais. Mais sous Babo, sous Ouattara, aujourd'hui, c'est le désordre total. Ouais. C'est décevant, c'est le désordre total. Moi, je connais des gens qui sont ici à Abidjan, à Côte d'Ivoire, ici, on voit des images. On dit que quelqu'un a volé une banane ou des galettes, on l'attrape. Mais on le brûle. Je ne sais même pas, les gens n'ont même pas peur, c'est terrible ça. Ça existe au Togo, on a vu ça beaucoup de fois. Au Cameroun, il y a ces images. On dit non, c'est des sorciers, on l'a traité de sorcières. On prend des femmes, des vieilles personnes. Et puis on met de l'acide sur elles. Tu vois, tu te rends compte, il y a des choses, mais vraiment horribles. Quel pasteur a dit ça, on met de l'acide dessus. C'est ignoble. Ils viendront dire que non, ils sont otages de la communauté internationale. Oh là là. Nous sommes les panafricains. Nous voulons libérer l'Afrique. Notre dignité. C'est ça, votre dignité. Tuer, assassiner vos propres frères. Mais c'est pour ça que les Blancs ne nous respectent pas. Parce que les Blancs, là, ces images, les prennent et puis montrent ça à leurs enfants. Ils disent, regardez, c'est le sauvage de l'Afrique. Nous sommes encore sauvages. Mais on ne respecte même pas nos institutions. On ne respecte rien. On ne respecte rien. L'Ouest a souffert. L'Ouest l'a souffert. Les soldats, les militaires, les policiers qu'on doit amener à l'Ouest, il faut leur dire la vérité. Ouais. Il faut les former et puis il faut dire la vérité à la... Parce que, qu'on le veuille ou pas, la réconciliation, ça s'impose. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix que de se réconcilier, que de construire la paix. On n'a pas de choix. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une guerre civile que la Côte d'Ivoire a connue. C'est une crise qui a opposé des hommes politiques avec leurs militants. Ouais. Les hommes politiques ont divisé l'armée. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui se sont levés ou bien quoi qui ont créé la guerre, non. C'est ça qui m'inquiète, mon frère. Parce que si on continue comme ça, là, on va se retrouver à une vraie guerre civile. Hein. Voilà. Et là, c'est inquiétant. Parce que là, on n'a pas encore connu la vraie guerre civile. Ah non, mon Dieu, on n'a pas ça. C'est ça que si un jour la Côte d'Ivoire, la guerre civile, si la guerre jette tout du bois, arriver un jour en Côte d'Ivoire, ma soeur, la réconciliation serait très difficile. Il faut tout faire pour éviter ça. Il faut vraiment éviter ça. Qui a opposé Gueye, Babo, Ouattara, on n'arrive même pas à trouver des solutions. L'Ouest qui a été détruit, l'Ouest qu'on a détruit pendant des années, par John Soros, c'est chef de guerre, John Soros se promène. Vous avez trouvé ça normal? Mais si ces criminels qui ont tout fait se promènent aux yeux au-dessus des gens, mais le reste, là, ils vont faire quoi? Tout le monde va chercher à tuer. Comment le citoyen va avoir peur du gendarme? Mais lui s'en fout. Parce que devant lui, on a tué ses parents. Devant lui, on a fait ça. Donc, les populations n'ont plus peur de tuer. Voilà. Les populations n'ont pas peur de tuer. Parce que devant eux, les gens tuent. Et quand ils finissent de tuer les gens là, donc les gens, ils sont là, ils la colère. On a tué son frère, lui aussi, sans se venger. Si vous voulez tuer. C'est malheureux, ça. Voilà. Non. C'est quelque chose qui a été déposé. C'est une marque déposée par Guillaume Soro. Quand tu parlais tout à l'heure de lui, il y a certains qui se plaignaient déjà. J'ai dit, mais pourquoi? Guillaume Soro est à l'Assemblée nationale pour mettre en place des lois. C'est pour ça qu'il est président de l'Assemblée nationale. Sous ses yeux, des crimes se passent dans ce pays. Il est président du Parlement. Il dénonce même pas. Il dénonce pas. Il dénonce pas, il ne dit rien. Et puis il est d'accord parce que pour lui, quand il va parler, on va travailler à la tête. Mais je crois. Mais attends, il dénonce pas. Moi je savais. Ou bien il attend que la Côte d'Ivoire explose. Je ne sais vraiment pas. Mais moi je serais au président de prendre ses responsabilités. Là vraiment. Voilà, malheureusement. Ça fait beaucoup, ça fait trop. C'est pas normal. On ne peut pas avoir un président de l'Assemblée nationale qui se promène à jouer au foot, à danser dans les bars avec les gamines. Franchement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà. Pendant qu'à l'Ouest, des gendarmes et des policiers sont en train de et des civils sont en train de s'entretuer. Et ce qui est grave, vous regardez hier l'image que j'ai vue, je ne sais pas si c'est matin, ce jour. On tue un gendarme. Un gendarme tue un policier et les civils tuent un gendarme. Ce sont les conséquences des crises que nous avons connues. Bah oui, c'est les conséquences. C'est ce que l'État fait, c'est Anne Ouloto que l'État envoie dans la région. Justement, je voulais en venir dessus et je vais oui. Donc je vais non, tu peux y aller, tu peux y aller, je vais conclure sur Anne Ouloto. C'est une grande sœur que je respecte beaucoup, mais je vais conclure sur Anne Ouloto. Qu'est-ce que Ouattara dit? Va parler à tes parents, ce sont tes frères, il faut aller leur parler. Est-ce que tu comprends bien? Ça veut dire que quand il y a un problème dans une région,
on prend le fils de la région, on dit, toi, va leur parler. Mais comment on va construire un état de droit? Bah non, déjà, l'État n'est pas présent, il envoie le fils de la région. On n'envoie que le fils de la région. C'est le ministre de la Défense, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Souvent, mais c'est le premier ministre qui va sur les lieux, qui va rencontrer les familles là-bas pour dire, voilà, on est là, l'État est là, on est présent. Mais non. Voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas. Ici, avec si on envoie là-bas l'année prochaine, on aura au moins 80% pendant voilà, en fait, présidentielle. Donc, tu sais, ce sont ces petits calculs de 2020, des petits calculs pour être député maire. Vous avez ceci fait qu'on ne peut pas avancer en Côte d'Ivoire. Ouais. On ne peut pas. Voilà. On pleure derrière les gens parce que l'année prochaine, il va me donner sa voix. Voilà les difficultés qu'on a à Bouza. On ne peut pas changer la mentalité de nos parents. On n'arrive pas à faire comprendre à nos parents que la politique, c'est autre chose. Ouais. Regarde en Côte d'Ivoire, regarde hier Aboudraman Sangaré qui fait une conférence de presse et qui dit, moi je reconnais avoir empêché Gbagbo. Jusqu'à présent, il n'y a rien, parce qu'il fait l'affaire d'un groupe de personnes. Ouais. Alors qu'il y a eu des milliers de morts, où quelqu'un se lève officiellement et dit non, je ne suis pas. Lui, il est tranquille, il est assis là, il se promène, il n'y a pas de problème. Donc, on a beaucoup à faire. Je pense que courage à toi. Merci, mon frère. Courage à toi. Tous ceux qui insultent, c'est des gens. En fait, c'est ce que je te dis toujours. Des petits hommes. La Chine, la Corée du Nord, et autres, même l'Europe où nous sommes. Pour que ces pays deviennent de grandes nations, on a d'abord transformé les consciences et les mentalités. Exactement. Ceux à qui nous avons affaire sur les réseaux sociaux, nombreux sont analphabètes. Bien sûr. Ils sont nombreux, sont analphabètes. Ils sont prisonniers de leur, ils sont prisonniers de l'intelligence. Voilà. C'est malheureux. Ils sont prisonniers de leur intelligence. C'est des gens qui ont été à l'école. Mais ils ne savent pas ce que ça dit quand tu ouvres un débat politique. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Pour lui, tu es en train de toucher l'autre magie, il aime. Est-ce que tu comprends? Oui. Ouais. Même moi, j'ai vu sur Babo où il y a des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui insultent. Je donne un exemple de Aïpo. Ouais. Aïpo qui est sur les réseaux sociaux qui fait les vidéos. Son père était préfet sous Babo. Oui. Des Yamoussoukro, je ne sais plus quoi. Ouais. Et son papa l'a chassé, son papa a enlevé son père. Ah, d'accord. Oui, il a enlevé de ses fonctions. Il dit que non, il était un peu trop PDCRD, donc Babo l'a chassé. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là, il insulte les gens. Ça dit que. Et lui-même, il trouvait que c'était une injustice que Babo avait fait à son père. Oui. Mais aujourd'hui, il est prêt à insulter tout le monde pour Babo. Mais son père a pris un coup dans ça. Aujourd'hui, il ne vit plus. Oh, mais... Tu vois, ma soeur, donc, je pense qu'il y a un problème qu'on doit corriger. On doit corriger. Je compte sur toi. Il faut vraiment continuer ton boulot. Ne relâche pas parce que la Côte d'Ivoire de demain, je pense que la Côte d'Ivoire de demain, nous qui sommes tout en Europe, je pense que nous avons une grande chance et le combat doit être dans notre main. On ne doit pas reculer. Ouais. On ne doit pas reculer alors. Je vais te laisser terminer. Merci mon frère, merci beaucoup. Bonne chance à toi, sache que tu as tout mon soutien. Merci. Après toi, moi aussi, je vais revenir sur ce point dans 2 jours. Merci mon frère. En tout cas, merci beaucoup. Merci, on se tient, bye bye. Merci beaucoup mon frère, merci. Donc, merci à mon frère, à notre frère Zasso qui a intervenu et qui nous a fait partager son opinion et son analyse. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Je voulais terminer vraiment sur, rebondir sur ce qu'a dit mon frère Zasso et terminer sur la relation de l'État avec les collectivités, les régions, surtout la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voyez, à chaque événement, l'État envoie un loto. À chaque événement, l'État envoie un loto. Un instant, mes amis, je vais aller ouvrir ma porte. Un instant, je reviens vers vous. Un instant, je reviens vers vous. 2 minutes. Voilà. Allez, d'accord, voilà.
Voilà. Je suis de retour. Je voulais terminer sur la ministre Annie Loto, donc que j'appelle, je l'appelle grande sœur, parce que bon, ben, comme je le dis, moi je suis métisse, comme Annie Loto, et chez les l'enfant, la nièce est considérée vraiment, elle est très importante dans une relation. Donc, je ne vais pas me baser sur ça, mais je voulais vraiment revenir sur l'État et les régions. Parce que, figurez-vous, à chaque événement, l'ouest de la Côte d'Ivoire est théâtre de beaucoup d'événements comme ça, tragiques, et à chaque événement, Annie Loto est dépêchée, la ministre Annie Loto est dépêchée pour aller dans la région. Elle est dépêchée pour aller dans la région. Et puis moi, je voulais poser une réflexion. Est-ce que l'État a connaissance que Annie Loto est juste une nièce des régions, mais elle n'est pas la ministre appropriée, la ministre qu'il faut pour aller dans la région, pour aller régler les problèmes sécuritaires dans la région? Je ne sais pas si l'État a connaissance de cela. Elle n'est pas la ministre appropriée pour aller dans la région. Elle est la nièce des régions. Donc, est-ce que Annie Loto va dans la région, dans le Cavali, parce qu'elle est fille du Cavali, ou elle va parce qu'elle est la ministre qui est déléguée, qui est en charge de la sécurité, qui est en charge de régler les conflits? Je ne sais pas. Alors, je n'ai rien vraiment contre la ministre Annie Loto, mais moi, pas que ça me dérange, mais je pense que c'est inapproprié. Voilà. C'est inapproprié parce que jusqu'à présent, ça ne résout pas les problèmes sur ce territoire bien défini. Ça ne résout pas le problème. Pourquoi ça ne résout pas le problème? Parce que quand la ministre Annie Loto, elle va dans la région, elle va en tant que députée, elle va en tant que ministre, elle va en tant que députée de la région. Ok, c'est très bien. Mais il y a un problème. Excusez-moi parce que je suis un peu... À un moment donné, il faudra que l'État prenne sa responsabilité, se poser, que l'État se rende sur les lieux pour comprendre ce qui ne va pas régler les vrais problèmes sur ce territoire-là. Quand j'enlève certains amis, mais il y a Annie Loto, la nièce, Annie Loto, elle allait dans la région, c'est la fille des régions. Oui, mais c'est la fille des régions. Ça fait combien de temps, combien de fois qu'elle va dans la région et que ça ne change rien, ça n'apporte rien. À un moment donné, il faut que l'État ouvre un peu les yeux pour dire, mais Annie Loto, chaque fois qu'on va dans la région, mais quand tu reviens, il y a toujours un problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? L'État aussi peut poser cette question aussi à Annie Loto. De temps en temps, ce serait bien. Elle va dans la région. Chaque fois qu'il y a un problème, on dit Annie Loto va. Mais il ne s'agit pas de donner des enveloppes pour les donner aux gens. C'est de ce pas de ça il s'agit. Il ne s'agit pas de donner une enveloppe à Annie Loto, elle va aller voir les gens pour leur donner de l'argent. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rencontrer la population de la région. Excusez-moi. De rencontrer la population des régions, discuter avec les notables, avec les chefs. Il faut que l'État soit présent. Annie Loto est la nièce. Et le nièce ne prend pas de décision dans des problèmes, parce que ce qui se passe, ce sont des problèmes entre l'État et la région, entre l'État. Parce que aujourd'hui, là, on va parler de l'État, puisque le gendarme, c'est l'État. Il représente l'État. C'est un fonctionnaire. Donc aujourd'hui, c'est entre l'État et la population. Donc, franchement, je pense qu'à un moment donné, il faut que l'État ouvre les yeux pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Annie Loto, on t'envoie plusieurs fois. Mais il n'y a jamais de... Chaque fois que tu t'envoies, que tu reviens, quelques mois après, il y a problème. Quand on t'envoie là-bas, quelques mois après, il y a problème. Cette fois-ci, là, il faut rester ici. Nous-mêmes, on va aller là-bas pour discuter avec les populations. Voilà. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Moi, je vais parler à ma grande soeur, comme je l'appelle, grande soeur Annie Loto. Puisque c'est elle que l'État envoie. C'est-à-dire que quand on fait la politique, quand on est ministre, on est en charge d'un ministère. Parce que malheureusement, dans nos États, dans les États africains, tout est toujours relié à l'enfant de la région, au député de la région. Ok. Malheureusement. Mais quand on voit dans une région que toi tu es la fille de la région et que tu es ministre dans un gouvernement, moi je pense que je ne peux pas dédouaner quand même le gouvernement. Je pense que peut-être que c'est de bonnes intentions de dire, bon voilà, comme Annie Loto, elle est la fille des régions, qu'elle est ministre des régions. Dans ce cas-là, on va l'envoyer. Elle est censée connaître la culture, les codes
culturelle pour pouvoir porter le message du gouvernement à la famille, ouais. Je dis pas que c'est ce que pense l'État ou le gouvernement. J'essaie d'imaginer, comme on est dans un contexte africain, que malheureusement dans nos États, on est toujours relié à l'ethnie, au groupe ethnique, à la région, aux cultures, aux traditions. Donc je pense que l'État, dans sa démarche, dit, mais c'est la fille des régions, elle connaît mieux, la région, elle connaît les cultures, elle connaît les codes, donc on va l'envoyer pour porter notre message. Mais la question, est-ce que l'État s'est posé la question de savoir si Anne Louloto connaît vraiment les codes et les cultures de cette région? Il y a aussi ça. Pourquoi ça ne marche pas? Chaque fois qu'elle va là-bas, ça ne marche pas. Posez aussi vous la question. Donc, si la grande sœur Anne Louloto est dépêchée pour aller rencontrer les populations, il ne faudrait pas qu'elle fasse du militantisme politique là-bas. Il ne faudrait pas qu'elle pense que, juste bon, voilà, c'est une occasion, comme je suis candidate à la région, bon, c'est une occasion, c'est moi, je vais me rendre là-bas, je vais y aller pour pouvoir régler le problème des régions. Il ne faudrait pas qu'elle dise ça. Non. Quand tu es fille de région, que tu es dans un gouvernement, que le gouvernement dit, mais étant donné que tu es fille de région, on va t'envoyer en mission. Quand tu dois aller là, il y a... Un instant, c'est mon frère, c'est mon frère qui appelle de... Allô? Allô, mon frère Condé? Allô? Allô, Condé? Allô, allô? Allô, Condé? Allô? Oh, ma chère. Oui, Condé. Allô, ma chère, comment? Ça va, ça va, ça va, ça va. Et toi? Oui, comment allez-vous? Ça va très bien? Bien, merci, ça va, ça va, ça va. Oui. Merci le bon Dieu. Amin, amin, amin. Donc, quoi, vous êtes en direct là? Je suis en direct. Oui, oui, oui. En direct? Oui, je suis en direct, hein. Si le résultat est bloqué, hein? Uh-huh. Si le résultat est bloqué, Je suis en direct, mais ça passe très très mal. Uh-huh. c'est vraiment décevant, hein? C'est très décevant. Ouais. Ça passe très très mal la connexion. Ouais. Allô? Ça passe mal la connexion, hein? Ou je te rappelle, hein? Allô? Ouais. Ça passe mal la connexion, allô? Ouais. Ah, ça passe mal. Voilà. Donc, c'est coupé. Il m'appelle de l'Afrique, donc c'est coupé. Donc, il y a un problème de connexion. Pour dire que... Donc, quand Anne Louloto doit aller dans la région, dans cette région, quand c'est un problème où ça concerne, il y a un assassinat, parce que le gendarme, il a assassiné un civil. Même si par la suite, il a été lynché, il a été tué par la population, malheureusement, je vous le dis, c'est douloureux, mais il y a un drame. Donc, Anne Louloto doit appeler, elle doit sortir de son étiquette de militante du RDR. Parce que j'insiste là-dessus. Parce que dans ses actions qu'elle mène, elle a encore dans la tête qu'elle est militante RDR. Non, elle est ministre de la République. Elle est ministre de la République. Et donc, quand la République l'envoie, elle doit se conduire comme une ministre de la République et non une militante du RDR. Parce qu'il ne faut pas dire, oui, voilà, c'est une belle occasion. Comme je suis candidate à la région, je vais partir là-bas, je vais distribuer l'argent, comme ça va me faire des militants. Non, ça ne règle pas le problème. Jusqu'à présent, il y a toujours des problèmes dans le Cavalier. Mais ça ne résout pas ces problèmes-là. À un moment donné, il faut que l'État, c'est là que je dis, l'État a son rôle à jouer et l'État doit prendre ses responsabilités. Qui est responsable? L'État est responsable parce que l'agent de l'État que l'État a envoyé n'a pas respecté ses fonctions, n'a pas respecté l'État. C'est que la loi n'a pas été respectée, le droit n'a pas été respecté. Donc, voilà. Non seulement rien n'a été respecté, il y a un problème. Donc, c'est la responsabilité de l'État. L'État devait convier, pas d'envoyer Anne Louloto. Le chef du gouvernement peut rencontrer les enfants des régions. Il y a des hommes politiques des régions. Il y a des élus, il y a des hommes politiques dans cette région. Donc, chacun, on doit sortir de l'étiquette, appeler tous les enfants de cette région, de localité, de dire, voilà, que tu sois PDCI, que tu sois RDR, que tu sois FPI, l'État, le Premier ministre, il appelle, il va rencontrer, pour dire, voilà, on amène des émissaires, on souhaiterait rencontrer les hommes politiques de cette région-là, parce qu'il y a un drame dans la région. C'est comme ça, le problème se résout durablement, dans la durée.
On doit rencontrer les enfants de la région. Il y a un problème dans cette région. Donc, qu'ils soient RDR, PDCI, ce n'est pas ça le plus important. C'est de trouver des solutions ensemble. On consulte tout le monde, on fait des propositions. Il y a un drame qui est arrivé dans votre région. Vraiment, Yako, comment on peut trouver des solutions durables pour ne pas que ce genre de drame se répète? Partant de là, l'État, avec ses enfants de la localité, vont réfléchir, trouver cette solution, la mettre en place. Et chaque enfant, quand ils vont partir, pour parler à leur communauté, à leur famille. Mais l'État ne fait pas ça. Et puis on dit, ah, nous, tiens l'argent, il faut partir. Non, mais attendez, ce ne sont pas des chiens qui sont là-bas quand même. Il faut arrêter à un moment donné. Ouvrez les yeux. Vous voyez bien que, ah, nous, tiens l'argent, il faut partir. Ça ne marche pas. Ah, nous, tiens l'argent, faut pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La preuve, qu'une fois qu'elle quitte là-bas, ça bélote, rébelote. Bélote, rébelote. Bélote, rébelote. Changer de fusil d'épaule, changer de stratégie de communication, changer de stratégie d'approche des difficultés. C'est pas parce que Anne Loto, elle est militante RDR, elle est ministre dans le gouvernement, qu'on doit l'envoyer quand il y a des problèmes dans le cavalier. Il y a des hommes et des femmes dans le cavalier. Il y a des leaders d'opinion dans le cavalier. Il faut approcher ces leaders d'opinion, ces hommes politiques, de tout bord politique. C'est comme ça la paix et la réconciliation se construisent petit à petit. Ça se construit petit à petit. On ne dit pas non, comme lui il est du FPI, il est du PDCI, il est du DPCI, ou bien de je ne sais où. Donc, je ne vais pas le rencontrer. À l'auto, il faut partir, on se débarrasse dedans, il faut aller gérer ça. Mais non, à l'auto, elle ne doit plus rien gérer. Elle ne doit plus rien gérer. Il faut que vous rencontriez les enfants, les leaders d'opinion, les hommes politiques de cette localité. Échanger, travailler, collaborer avec eux pour apporter un soulagement, une solution adéquate aux familles. Non seulement ils se sentent respectés, ils se sentent considérés, ils vont parler à leur population, les populations qui vont se sentir respectées, considérées par l'État, reconnues par l'État. Toutes ces choses participent à soulager les populations et puis à désamorcer ces colères, ces tensions. Donc, la paix se construit dans une stratégie à long terme. Donc vraiment, moi je suis vraiment un peu... et ça me déçoit beaucoup, ça me déçoit énormément, parce que ça dure, ça perdure, ça se répète, et puis ça ne change pas, c'est toujours la même chose, bélote, rébélote, bélote et rébélote. Il faut vraiment arrêter ce genre de stratégie, ça ne marche pas, ça c'est vraiment pour l'État, ça ne marche pas. Donc mes amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis attristé comme tous les Ivoiriens, de tous les côtés, que ça soit du côté... de ce jeune homme, malheureusement, qui était en train de chercher son pain de midi et son placali du soir, et qui a été froidement assassiné par l'État, parce que oui, le gendarme est l'État. Voilà, il représente l'État, c'est l'État qui l'a assassiné, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et on ne faut pas se voiler la face, il faut dire les choses comme elles sont, il faut les dire juste pour que chacun puisse comprendre. Oui, un gendarme, il représente l'État, quand il tue, c'est que c'est l'État qui a tué, voilà. Donc, vraiment, il a été tué froidement par l'État. Je suis écœuré, je suis attristé pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille, et puis, malheureusement, ce gendarme qui en exercice ses fonctions, à qui l'État a mis toute sa confiance, qui s'est retrouvé dans une situation triste et qui s'est retrouvé léché et qui est mort sur le coup. Je suis attristé pour sa famille aussi. Toute la Côte d'Ivoire attristé. C'est dommage qu'on arrive à ça. J'appelle vraiment chacun à la retenue, à la responsabilité, que chacun prenne ses responsabilités et il les assume pleinement. Je remercie tout le monde, je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi, qui m'ont écouté. Et pour terminer, pour conclure, demain je m'adresserai à monsieur Aboudraman Sangaré, parce que vous voyez tout ceci, je parlais tout à l'heure du cas Soro Guillaume. Je parlais des personnes très proches de Soro Guillaume. Je m'adresserai à Aboudraman Sangaré. Parce que aussi, il a un comportement qui ne favorise pas la confiance de la société, le climat social qui participe à cette haine dans le cœur des gens. Et je m'adresserai à lui suite à ces propos qu'il a tenus, qu'il est un homme rancunier, il est un homme rempli de haine. On en parlera demain. Voilà. Merci à tout le monde, bonsoir. Et puis Yako encore à la Côte d'Ivoire, un citoyen, un gendarme, ils sont tous des citoyens ivoiriens qui sont tombés malheureusement et qui ont perdu la vie. Yako à la Côte d'Ivoire et je vous dis à demain. Bonsoir.
Bon appétit pour ceux qui passeront à table. Il est 20 h. Bonsoir.